Est-ce que Songon Dagbe est là? Bonjour, 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 population de Songon Dagbe, bonjour! Bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent parce que c'est une émission importante, une émission qui parle santé. Chers auditeurs, population de Songon Dagbe, nous sommes très heureux que vous participiez à cette émission de ce jour où nous parlons de la santé maternelle et infantile. Mais nous sommes à Songon Dagbe qui fait partie du Grand Songon. Et à Songon, monsieur le maire nous a dit merci beaucoup d'avoir choisi ma commune. Monsieur le maire, c'est le maire Eric Nkumo Mobio. Il est donc représenté à cette émission par un grand monsieur. On parle santé et lui, il est professeur agrégé. Le professeur Clotaire, que nous saluons avec tous nos respects. Professeur, merci beaucoup. Il est 4e adjoint au maire. Professeur Clotaire, on va vous écouter tout à l'heure. Au nom de monsieur le maire Eric Nkumo Mobio, vous profiterez en même temps pour nous parler de la politique sanitaire ici à Songon. Qu'est-ce qui se passe concrètement côté santé? On aimerait bien le savoir. Donc tout à l'heure, on va vous donner la parole. Mais nous sommes à Songon Dagbe. Et quand on parle de Songon Dagbe, la chefferie villageoise est très bien représentée. Je voudrais qu'on salue le chef Mobio Aliment Séraphin, chef notable de la chefferie. Merci beaucoup, chef. Il n'est pas venu seul, hein. Je vais saluer monsieur Dan Orphelin, il est notable. On salue également le porte-parole de la chefferie, il est protocole du chef, le chef Agbassi Hubert. Il y a plusieurs notables qui sont venus accompagner le chef notable de la chefferie. Je voudrais, avec des ovations, qu'on salue le chef Abro Williams. Un autre notable également, Mélie Dioma Mathieu. Monsieur Bagui Emmanuel, également le notable Atika Alexandre. Ah, j'aime bien. Songon Dagbe, vous êtes formidable. Il y a beaucoup d'ambiance. Merci beaucoup. Et puis, à cette émission, on vous a dit qu'on va parler de la santé maternelle et infantile. Notre expert qui est venu à Songon Dagbe aujourd'hui, c'est le docteur Okongera Herman, à qui on dit bonjour. Merci beaucoup, docteur. On aura donc les mots pour le présenter avec plus de détails tout à l'heure. Mais le temps est venu maintenant pour les allocutions. Nous sommes ici à Songon Dagbe. Monsieur le maire, professeur Dan Clotaire, on va donc vous laisser toute la parole pour votre allocution de bienvenue et en même temps nous parler de la politique sanitaire ici à Songon. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, je voulais donc en l'entame de mon propos saluer la chefferie de Songon Dagbe et également dire merci aux dames qui ont pris le temps pour être avec nous dans ce palais pour parler de santé. Je vais donc au nom du premier magistrat de la commune de Songon, le maire Eric Mobio, dire merci à la radio Côte d'Ivoire pour l'amitié et surtout d'aborder une thématique très importante qui concerne donc la santé de la mère et de l'enfant. Dans le Grand Abidjan, la commune de Songon est la commune la plus grande en superficie. À ce titre, donc, nous avons des centres de santé, notamment le centre de santé, le centre de santé d'Abadjan, le centre de santé d'Audouin, le centre de santé d'Agban. Donc nous avons plusieurs centres de santé qui sont donc dirigés soit par des sages-femmes ou alors des médecins généralistes. Dans le projet de Songon, in fine, c'est de faire du centre de santé de Kassamblé un hôpital général. Des études sont en train d'être menées pour que nous puissions doter, n'est-ce pas, de ce centre de toutes les structures sanitaires, de toutes les spécialités, afin que Songon puisse avoir en son sein un hôpital général et pourquoi pas plus tard un centre universitaire. Donc je voudrais donc au nom de mes dire encore merci à la Radio Côte d'Ivoire pour l'amitié et donc que cette émission puisse servir à toute la population afin que les conseils qui vont être donnés donc par le médecin spécialiste puissent aider notre population, notamment les femmes et les enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup monsieur le maire. Professeur Nao, merci beaucoup pour les petits plats mis dans les grands pour l'équipe de Radio Côte d'Ivoire. C'est tout le groupe RTI qui est honoré, avec à sa tête monsieur le directeur général Dambélé Fosseni, également la directrice de Radio Côte d'Ivoire, madame Sali Sulue Konaté, tous les directeurs au niveau du groupe RTI et toute la Radio Côte d'Ivoire qui est honorée. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Juste à ses côtés, nous avons le chef notable de la chefferie, le chef Mobio Aliment Séraphin. Et comme nous sommes à Songo-Dagbe, nous allons donc, au nom de la chefferie, écouter donc l'adresse du chef Mobio. Bonjour chef. Bonjour madame. Monsieur Dao Clotaire, 4e adjoint au maire représentant monsieur le maire de la commune de Songo. Madame la directrice de Radio Côte d'Ivoire et sa délégation. Madame la directrice de Radio Songo, docteur Ocon Gérard, gynécologue au CHU de Trécheville. Messieurs les doyens du village de Songo-Dagbe, messieurs les notables, messieurs, mesdames et toute la population de Songo-Dagbe, chers parents, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. Honorables invités, c'est un grand honneur pour moi, en ma qualité de doyen de la génération Tchaba au pouvoir et de chef de village par intérim, de vous recevoir et vous souhaiter la bienvenue. Comme on le dit chez nous, au pays Achan, Akwaba, En effet, ce jour est pour nous, habitants de Songo-Dagbe, un jour mémorable et béni. Jour choisi par les autorités de Radio Côte d'Ivoire pour son émission Grand Public. Et oui, la Côte d'Ivoire a sa radio qui émet dans tout le pays et dans le monde entier. Aujourd'hui, elle dépose ses valises chez nous et fait entendre la voix de la population de Songo, et en particulier celle de Songo-Dagbe. Évidemment, la joie de la population de Songo, en particulier celle de Songo-Dagbe, est immense. À cette occasion, elle félicite notre dynamique maire, représentée par son 4e adjoint au maire. À tout moment, n'a cessé de passer au bien-être de ses administrés. J'ai nommé M. Eric Nkumo Mobio. Merci à vous, monsieur le maire, avec vos vaillants conseillers, de faire entendre la voix des fils et filles de votre commune partout dans le monde. Aussi, voudrions-nous humblement vous demander de bien vouloir acclamer Madame la directrice de Radio Côte d'Ivoire, à ce que la radio mère, la première des radios, arrive à Songo-Dagbe pour son émission tant écoutée par les auditeurs. Madame la directrice, avec votre forte délégation, le village de Dagbe vous dit infiniment merci. Nous remercions également l'éminent docteur venu dans le cadre de l'émission nous aider à comprendre à travers les ondes de Radio Côte d'Ivoire les fondamentaux des maladies que subissent au quotidien nos femmes, nos enfants et nous-mêmes les hommes. Mesdames et messieurs, nous disons merci encore une fois à monsieur le maire de la commune de Songo. Merci madame la directrice. Merci monsieur le docteur Ocon. Chers parents de Songo-Dagbe, je crois fermement qu'après le passage de Radio Côte d'Ivoire sur les terres de Songo, et grâce à ces sages conseils que nous recevons du docteur, nous vous disons merci de retrouver la santé tous les jours de notre vie. À vous tous ici présents, à vous les nombreux auditeurs et auditrices de Radio Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde une santé de fer et une longue vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, le chef Mobio Aliment Séraphin. Merci infiniment, chef. Merci beaucoup. Merci de recevoir Radio Côte d'Ivoire ici à Songo-Dagbe. Nous sommes honorés. Ça nous va vraiment droit au cœur. Et pour planter le décor, avant de recevoir le docteur Ocon Gérard, nous allons partir en musique. Alors, nous sommes à une émission de santé. Avant de recevoir notre spécialiste, le président de la jeunesse communale, le président Diomo Frédéric est avec nous.
Merci beaucoup, Président, avec les membres de son bureau. Merci beaucoup d'être à cette émission. Alors, c'est un spécialiste de haut niveau que nous avons envoyé avec nous ici. Radio Côte d'Ivoire sélectionne vraiment les meilleurs. La Côte d'Ivoire a très bien formé ses enfants. Il est jeune, mais il a beaucoup de qualités et il a beaucoup de titres. Alors, pour ce thème où on parle de santé maternelle et infantile, ici à Songon Dagbé, nous avons comme expert, comme spécialiste, le docteur Ocon Gérard Herman. Il est assistant chef de clinique au service de gynéco-obstétrique du CHU de Trècheville. Retenez que c'est un spécialiste de haut niveau qui est là avec vous aujourd'hui. Il maîtrise le sujet et soyez tout de suite tout à l'heure parce qu'après son intervention, on va vous donner la parole afin que vous puissiez soit lui poser des questions ou bien faire des observations ou bien faire des commentaires. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bonjour, docteur Ocon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à cette émission Santé plurielle ici à Songon Dagbé. Merci infiniment. Merci infiniment. Ok. Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Et avec vous, on parle de la santé maternelle et infantile. On va avoir quelques définitions. Pour les auditeurs également, pour le public de Songon Dagbé, c'est quoi la santé maternelle et c'est quoi la santé infantile? Tout d'abord, avant de commencer, je tenais déjà à dire merci infiniment à cette population de Songon Dagbé d'être venue massivement. Merci infiniment à la chefferie de Songon Dagbé et ainsi qu'à toute sa population. Et merci infiniment aussi à la radio et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour être ici présents. Ok, alors docteur, je disais avant vos propos liminaires, qu'appelle-t-on santé maternelle? Et c'est quoi la santé infantile également? Ok, en ce qu'on appelle la santé maternelle, la santé d'abord c'est tout état d'abord de bien-être. Le bien-être c'est de se sentir bien. Et avant, on pensait que la santé maternelle était uniquement être indemne de toute maladie. Ça veut dire qu'on n'est pas malade. On a compris que cette santé maternelle prend en compte plusieurs aspects, à savoir le bien-être physique d'abord dans le corps, comment on se sent. Il y a le bien-être aussi mental dans la tête. Lorsqu'on ne va pas bien dans la tête, on est fatigué, on est stressé, on ne se sent pas bien. Et puis le bien-être aussi social. Si on n'arrive pas à vivre en société, on a des difficultés à pouvoir honorer des médicaments, on est stressé, il va sans dire qu'on ne va pas se sentir bien. Donc cette santé maternelle englobe plusieurs aspects, à savoir le bien-être physique, le bien-être mental et surtout le bien-être social avec la société, avec la population, comment on se comporte. D'accord, mais le thème maternel, donc c'est la santé de la mère. On prend maternelle, c'est toute femme en âge de procréer. Et toute femme en âge de procréer, ça part du début des menstruations jusqu'à la ménopause. Mais on a remarqué que cette santé maternelle peut aller bien au-delà parce qu'on s'occupe aussi des patientes bien plus âgées. Et cette santé mentale aussi prend en compte toute cette population. Donc ça regroupe toutes nos mamans et toutes nos jeunes filles et tous les enfants à partir d'un certain âge. Et ça prend en compte aussi les adolescents. D'accord. Alors docteur, et la santé infantile? La santé infantile, ça prend en compte les enfants. Quand on parle d'infantile, c'est les enfants. Et dès la naissance, à partir de 28 jours, ça va prendre en charge tous ces enfants qui vont naître et le bien-être de ces enfants jusqu'à un développement. Il faudrait que ces enfants se développent dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent se sentir mieux auprès de leurs parents. C'est dans ce sens que la santé infantile n'est pas uniquement de faire naître un enfant, mais c'est savoir une éducation, son bien-être, son développement social, son développement physique et aussi son développement au niveau mental. Donc c'est au niveau de la tête. Donc c'est un peu ça. D'accord. La santé maternelle englobe quel aspect concrètement? Quand on parle de santé maternelle, ça englobe tout ce qui est procréation. C'est la maternité. Je veux avoir un enfant. Éventuellement, c'est une maternité qui sera vraiment planifiée. Ça prend en compte tout ce qui est planning familial. Je décide d'avoir 3 enfants. Donc, cette santé maternelle va se dire que si les grossesses sont trop rapprochées, il va s'en dire qu'un enfant qui naît, qui n'a même pas encore 2 ans, pour s'occuper de cet enfant, il sera un peu difficile si je tombe enceinte 3 mois après ma première grossesse. Donc, c'est sûr que l'enfant qui est déjà né va avoir un manque d'affection par rapport à cette grossesse que je viens de porter. Donc, ça prend en compte l'espacement des naissances. Ça prend en compte... C'est combien d'années, l'espacement? Logiquement, l'espacement des naissances, on demande 2 ans au moins. C'est 2 ans entre les différentes grossesses. D'accord. Et celui qui ne respecte pas les 2 ans, il s'expose à quoi? Il faut reconnaître que si on a des grossesses trop rapprochées, il faut noter que chaque grossesse est un risque. Toute femme qui tombe enceinte est un risque potentiel. On a remarqué que la première cause de décès des mamans, c'est l'hémorragie, les femmes qui saignent après un accouchement. Et c'est la première cause qui fait que les femmes meurent. Mais éventuellement, si on constate qu'une femme qui a 10 enfants
on dira que celle qui a 10 enfants aura plus de risques parce qu'elle est plus exposée à faire une hémorragie après un accouchement par rapport à celle qui a 2 ou 3 enfants. Donc celle qui a 2 va planifier ses naissances et va dire « Ah, mon enfant a 2 ans, je vais peut-être concevoir le temps de récupérer de ce premier accouchement. » Mais lorsque les grossesses sont rapprochées, on n'a très souvent pas le temps de récupérer. La femme est encore fragilisée, il y a toujours encore une anémie qui est là. Ça veut dire qu'on a une quantité de sang qui n'est pas suffisante et on tombe encore enceinte. Et là, il est difficile de pouvoir assumer. On est tout le temps fatigué avec l'enfant qui est là, portant encore une nouvelle grossesse. Donc, c'est de choisir, c'est de planifier. Et ces 2 ans, on se dit que le temps que l'enfant ait 2 ans, on peut toujours concevoir un autre enfant encore pour pouvoir mieux éduquer cet enfant et mieux pouvoir le scolariser et lui donner vraiment un avenir prometteur. D'accord, docteur. Alors, on continue toujours avec les différentes composantes de la santé maternelle. Il y a quel autre aspect qu'on doit connaître concernant la santé maternelle? Au niveau de la santé maternelle, il y a ce qu'on appelle la procréation médicale assistée. Ça prend en compte un grand volet. Ça prend en compte les adolescents, ça veut dire le développement des adolescents, la planification familiale, comment faire l'espacement des naissances pour éviter de tomber enceinte lorsqu'on ne le désire pas. Ça prend en compte les avortements non sécurisés parce que l'avortement est la 4e cause de décès maternel en Côte d'Ivoire. Et devant ça, ça prend en compte ce volet de l'avortement. Ça prend en compte aussi la santé de nos mamans, à savoir le dépistage de tout ce qui est cancer du col, cancer du sein, du fait que le cancer du sein et le cancer du col sont les premiers cancers qu'on rencontre en Côte d'Ivoire chez nos mamans. Et éventuellement, il faut faire ce qu'on appelle le dépistage, à savoir le dépistage chaque 2 ans pour le cancer du sein et pour le cancer du col. Donc ça prend en compte aussi ce qu'on appelle la procréation médicale assistée. Ça veut dire que c'est une procréation où la femme a peut-être envie d'avoir des enfants, mais malheureusement, elle n'arrive pas à concevoir, à tomber enceinte. Donc c'est dans ce contexte qu'on décide de prendre des spermatozoïdes, qu'on va les mettre en contact avec l'ovule et on va mettre les 2 ensemble pour pouvoir avoir un enfant. Et cette procréation part jusqu'à un certain âge, très souvent jusqu'à l'âge de 45 ans. Donc ça prend en compte un grand concept qui est un peu difficile à élever, mais l'essentiel de la santé maternelle, c'est un état de bien-être. Il faut que maman se sente bien, il faut que les jeunes se sentent bien. Et ça prend en compte aussi les hommes, la santé mentale au niveau des hommes, parce que si l'homme ne se sent pas bien, c'est un stress que la femme va vivre aussi. Donc ça prend en compte aussi cette santé de la reproduction. Quand on parle de reproduction, ça prend en compte aussi l'homme, parce que quand on parle de désir de maternité ou bien de stérilité, quelqu'un qui n'arrive pas à concevoir, c'est un tiers l'homme, c'est un tiers la femme, c'est un tiers les deux. C'est la moitié-moitié pour tout le monde. Donc c'est pas uniquement la femme, mais souvent aussi, il faut voir l'homme aussi, qui peut être stressé, qui peut avoir d'autres problèmes aussi. Donc ça prend en compte l'homme et la femme. D'accord. Il faut signaler que l'équipe de production de Radio Côte d'Ivoire est composée de Aïssata Koulibaly à la réalisation. La technique est l'affaire de Patrice Alban. Et nous sommes avec notre machiniste Aïkpa Louis. Et puis la jeune Christelle Seka. On salue Didier Fonet-Richemont qui supervise cette émission. Et à la présentation, je suis Bintou Sanogo. Alors, merci beaucoup. Docteur, j'ai entendu tout à l'heure parler d'avortements non sécurisés. Donc, il y a des avortements qui sont sécurisés. Expliquez-nous un peu. Parce que vous avez parlé quand on parle de décès maternel ici en Côte d'Ivoire, on prend en compte aussi les femmes qui décèdent à la suite d'avortements non sécurisés. D'accord? Qu'est-ce que c'est que les avortements non sécurisés et qu'est-ce que c'est que les avortements sécurisés? Ok. En général, quand on parle de décès maternel, le décès maternel est toute femme qui tombe enceinte. On a fait un test de grossesse ou on a fait une échographie. Elle peut être enceinte même d'1 mois. Dès qu'on a fait le diagnostic de la grossesse, jusqu'à ce qu'elle accouche, jusqu'à 42 jours après son accouchement, c'est dans ce contexte qu'on parle de décès maternel. C'est-à-dire que même si la femme décède 1 mois après l'accouchement, c'est un décès maternel. On se dit que c'est dû peut-être encore à cette grossesse. Mais après 1 mois et demi, elle a accouché, que le bébé a 1 mois et demi, elle ne rentre plus dans les décès maternels. Dès que l'enfant a 1 mois et demi, c'est dans ce contexte que très souvent on donne des consultations, on dit aux femmes de venir consulter à 1 mois et demi après leur accouchement pour dire qu'elles sortent de ce décès maternel-là. Parce que lorsqu'elles viennent à 1 mois et demi, quand on trouve qu'elles vont bien, on se dit déjà qu'après 1 mois et demi, tout va bien, elles ne rentrent plus dans la définition des décès maternels. Donc le décès maternel, c'est le décès d'abord de toute femme qui est enceinte. Éventuellement. Okay. Maintenant, quand on parle d'avortement sécurisé, d'avortement non sécurisé, il faut reconnaître que pratiquement 90%, voire 100% des avortements sont pas sécurisés. Ça veut dire que ça se pratique dans des lieux qui ne doivent pas être réellement des centres de santé
éventuellement, il faut reconnaître que l'avortement est pénalisé ici par la loi. Il ne doit pas avoir d'avortement en Côte d'Ivoire. Malheureusement, quand les jeunes filles tombent enceintes, comme ils ne peuvent pas se rendre à l'hôpital, ils se rendent directement vers peut-être payer des médicaments chinois, vers des centres où il y a des prestataires là-bas qui ne sont pas qualifiés et malheureusement on ne les sensibilise. Ou bien elles se donnent des conseils entre elles. Ah, faut prendre temps, faut écraser ici, faut faire comme ça, des méthodes vraiment bizarres. Exactement, comme des tiges de bois. Oui. On a retrouvé des dames qui ont eu des bouteilles, tout ça, on a entendu. Mais malheureusement, c'est des avortements qui entraînent des complications. Et c'est des complications qu'on arrive souvent, malheureusement, à avoir des décès qu'on constate dans nos services suite à des complications liées à des avortements non sécurisés parce que c'est pas fait de manière correcte. Même quand elles saignent, même quand elles ont des restes d'avortement, elles vont aller prendre des médicaments. Mais malheureusement, il est important qu'elles puissent venir vers des centres de santé, trouver des prestataires compétents qui vont les sensibiliser d'abord pour garder cette grossesse. Et éventuellement aussi, malheureusement, elles ont déjà fait des fausses couches. Déjà, l'avortement est déjà fait. Au moins, ce prestataire qualifié va faire quand même un avortement qui sera sécurisé, qui va éviter qu'elle ait des complications. Donc, c'est un peu la différence entre avortement non sécurisé et sécurisé. Quand on parle de sécurisé, ça veut dire que c'est fait par un prestataire compétent qui va éviter qu'il y ait des complications chez cette femme qui vient vers un prestataire de soins compétent. Dans quel cas cet avortement sécurisé se passe-t-il, docteur? Parce que j'ai fait aussi des recherches avant l'émission. J'ai vu qu'il y a des situations dans lesquelles une femme peut s'adresser à des prestataires de santé pour se faire avorter, quand bien même l'avortement serait interdit en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a une loi, à savoir la loi de Maputo, c'est un protocole. Ce protocole de Maputo où la Côte d'Ivoire a dit en cas où la mère est en danger. Ça veut dire que si la grossesse menace la vie de la mère, donc il est possible de faire ce qu'on appelle une interruption thérapeutique de grossesse. Ça veut dire que si la mère peut-être présente une hypertension artérielle, la tension est élevée ou bien elle a un problème cardiaque ou elle a un autre problème, on sait que cette grossesse peut jouer sur la mère, peut déséquilibrer l'état de la maman. Donc on peut être amené à faire une interruption de la grossesse parce qu'on sait que c'est vrai que la vie de l'enfant est importante, mais nous on se dit que c'est la mère qui donne l'enfant. Donc éventuellement la mère a une place plus importante que l'enfant. Si elle est en vie, elle peut encore avoir d'autres enfants. Donc si elle est en vie, elle peut toujours concevoir encore, mais si présentement on n'a pas bien équilibré sa santé, on sait que si elle veut continuer cette grossesse, elle risque de perdre la vie. Donc dans ce contexte, on décide d'interrompre cette grossesse pour le bien-être de la maman. Donc ça rentre dans la santé maternelle. Ça rentre pas sous le coup de la loi. Hein? La loi a accepté ça. Okay. Donc je veux dire que c'est possible de pratiquer un avortement thérapeutique chez une femme qui présente des complications. Deuxième complication, qui a été signée pratiquement en 2018-2019, c'est en cas de viol. En cas de viol, si ça a été prouvé, ça veut dire que éventuellement, si j'ai été violé et éventuellement je me suis dirigé vers un centre de santé où je suis parti au commissariat et j'ai été vu par un médecin qui a signé un rapport pour dire que cette dame a été violée, éventuellement, il est possible que cette femme puisse bénéficier d'un avortement sécurisé si éventuellement ça a été prouvé par 2 médecins qui ont été sûrs que réellement la femme a été violée. Donc, c'est dans ces 2 cas qu'il est possible de réaliser l'avortement en Côte d'Ivoire. C'est différent que dans d'autres pays, dans d'autres trucs où ça a été légalisé, mais chez nous en Côte d'Ivoire, l'avortement n'étant pas légalisé, c'est en cas de viol, en cas de malformation, en cas où la mère est en danger. Mais dans le cas où il y a même des malformations fœtales, où l'enfant n'est pas de bonnes conditions, il y a des malformations, il est interdit de faire un avortement, même en cas d'inceste. L'inceste, c'est lorsque la femme a eu peut-être des rapports sexuels avec son frère, éventuellement avec son père, c'est des choses qu'on retrouve où elle est tombée enceinte, mais éventuellement dans ce genre de cas, il est interdit par la loi de réaliser un avortement en Côte d'Ivoire. Je sais par exemple que dans ce cas-là, il y a des personnes qui ont déposé ça auprès des députés pour qu'on prenne une loi, mais ça n'a pas encore été adopté dans cette situation que vous avez décrite. Parce que j'ai lu le protocole de Maputo et j'ai vu beaucoup de choses. Mais dans d'autres pays, en tout cas, ils ont ratifié tout ça, mais pas encore en Côte d'Ivoire. Non. D'accord. Alors, on continue toujours. Tout à l'heure, on va donner la parole aux populations de Songo Dagbe pour vous poser des questions. Concernant l'homme, quelle est justement la contribution des hommes dans cette santé maternelle-là? C'est vrai, vous en avez parlé, mais concrètement, dans les faits, comment est-ce que l'homme doit contribuer à cette santé maternelle? Pour un équilibre, on a remarqué que lorsqu'une femme enceinte arrive même en consultation, même quand elle est enceinte, éventuellement lorsqu'elle vient pour un désir de maternité, rarement l'homme est là. Et très souvent... L'homme devait l'accompagner? L'homme devait l'accompagner. Elle peut faire une grossesse... Les hommes, vous n'accompagnez pas les femmes. Vous accompagnez.
Ah, docteur, ici à Songo Dagbe, ils s'accompagnent. Oui. Non, ça c'est l'exception. Mais je dis que très souvent, la femme mène sa grossesse à terme seule. Et on a remarqué que la place de l'homme est capitale dans la décision de la femme. Une dame qui vient pour accoucher, qu'on sensibilise éventuellement pour un bien-être. On prend un exemple pour une contraception. Ah, madame, vous voulez espacer les naissances. Aujourd'hui, vous allez accoucher. On vous propose des méthodes pour ne pas tomber enceinte le plus rapidement. Parce qu'il faut comprendre que la femme peut tomber enceinte 45 jours après un accouchement. Après un accouchement, 1 mois et demi après, cette femme peut tomber enceinte. Mais si la femme n'est pas informée, qu'on propose, éventuellement, la première chose qu'elle va vous dire, elle va vous dire que il faudrait que j'en parle d'abord à mon mari. Donc, on voit l'importance du mari dans le choix de la femme. Donc, on se dit qu'ils occupent un rôle capital dans la décision d'une femme. En Europe, c'est un peu différent, mais l'Afrique, l'homme est toujours au premier plan. Même si une femme bénéficie d'une contraception, elle va revenir pour dire, vous m'avez donné, mais mon mari dit, il veut pas. Donc, c'est préférable que j'arrête cette méthode parce que mon mari n'est pas d'accord. Et lorsqu'on explique, très souvent quand le mari est là, qu'on explique le bien fondé de la chose, lui me dit, non, au lieu de mettre un là, faut mettre 2 même. Parce que tu m'as bien expliqué, un là même est trop petit, faut mettre 2 fois même ce que tu vas mettre là parce que j'ai bien compris le concept. D'où l'importance de la place qu'occupe l'homme dans le développement de la femme. Et en toute chose, aucune femme ne vit bien sans un homme. Donc l'homme, c'est l'équilibre de la famille, tout passe par l'homme. On a remarqué que les femmes qui font beaucoup d'accouchements prématurés, ça veut dire que où la grossesse n'arrive pas à terme, lorsqu'on enquête, on pose des questions, elles vous disent que je vis seule, ou je suis stressée, ou ça va pas dans mon couple. Mais c'est rare qu'on trouve une âme qui dit je suis mon homme, tout va bien, et puis elle présente des menaces. Donc déjà, l'homme a une place capitale dans le bien-être de la femme. Il apporte beaucoup de bienfaits à cet homme. Donc, il faudrait acclamer l'homme. On applaudit très fort pour les hommes. Tout ce qu'il apporte. C'est vous qui apportez l'équilibre à la famille. J'ai encore des questions, mais on va laisser la population poser des questions. Avant de donner la parole donc à la population de Songo Dagbe, qu'est-ce qui peut altérer la santé de la femme? Quand on parle d'altération de la santé de la femme, beaucoup de choses peuvent altérer la santé de la femme. La santé de la femme, c'est un tout. Si nos sœurs ici sont là, nos mamans sont là, c'est parce qu'elles se sentent bien. Mais ce bien-être, il n'est pas tant au niveau de la maladie. C'est pas la maladie, je fais la fièvre, la tension est montée ou bien tout. C'est vraiment pas ça qu'un état de bien-être. Un état de bien-être, ça prend en compte un épanouissement. L'épanouissement, c'est quoi? L'épanouissement, elles sont contentes qu'elles se lèvent le matin, il n'y a pas de stress. Elles se lèvent le matin, elles sont contentes de se lever, elles sont contentes de balayer, elles sont contentes de prier, elles sont contentes, la journée se passe bien. Mais éventuellement, s'il y a un problème dans le couple, c'est sûr que la nuit même sera longue. On peut se réveiller à 2h du matin, on n'arrive pas à trouver le sommeil parce que ça ne va pas. Donc au niveau mental, ce bien-être mental n'est pas là parce qu'elle n'est pas contente. Si elle doit préparer pour monsieur, elle ne va pas le préparer avec joie. Elle va le faire parce que c'est un devoir. Mais éventuellement, lorsque ce bien-être-là est là, elles sont contentes de préparer. Elles appellent le mari pour dire tu es où, tu es à quel niveau, viens, tu es à quel niveau. Mais s'il y a un problème, s'il vient, va trouver la nourriture, on ne va pas l'appeler. Il vient, la nourriture est sur la table, c'est froid, il est obligé de manger, il n'est pas content. Donc je dis que c'est un bien-être total, mental, physique. Souvent quand on les voit, on dit ah madame, tu es rayonnante, regarde comment tu es toute belle. C'est parce qu'on se dit que ça va dans son couple. On dit madame, tu es fatiguée, on sent que ça va pas. Elle dit quand il dit madame, elle dit quand ils arrivent en consultation, tu dis comment ça va. Nous-mêmes on évite de poser la question même comment ça va à la maison. Parce que quand il dit ça, il dit quand il faut, il dit non, on va laisser ça. Il dit non, vraiment ce que je vis là, docteur, je peux pas vous expliquer. On évite même de rentrer dedans parce que quand il va commencer, c'est des pleurs qui suivent. C'est des pleurs, mais réellement c'est des problèmes. C'est des stress. Ça déclenche. 80% des femmes disent quand elles arrivent en consultation, j'ai ulcère. 90% des hommes n'ont pas l'ulcère. Pourquoi? C'est le stress. Et moi je pense que cet équilibre-là, c'est ce bien-être physique, mental et social avec la société qui fait que la femme se sent bien. Tu te sens pas bien dans la tête, même si tu es malade, tu peux pas te sentir bien. Donc c'est un peu ça quand on parle le bien-être en général. D'accord. On applaudit très fort le docteur Okon Gérard, assistant chef de clinique au service de gynéco-obstétrique du CHU de Trècheville, un grand formateur. Nous allons vous donner la parole. Merci infiniment docteur pour la qualité de votre intervention. Nous avons un micro dans le public pour ceux qui veulent mieux approfondir certains aspects de l'intervention de Dr Okon ou bien alors poser des questions. Vous avez la parole. Cette émission se déroule sous l'œil vigilant de Monsieur le maire d'En-Haut-Clotaire. Merci beaucoup Monsieur le maire. Merci chef. Également merci Dr Okon. Alors,
nous avons... Légué urbain. Ma première question que je dois poser au docteur est celle-ci. Il nous parlait de la conception in vitro. En Europe, je crois que c'est quelque chose qui est public. Dans tous les pays européens, on pratique cette conception. Mais en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, combien de couples qui ont eu ce genre de conception? Qui peut nous dire le pourcentage? Ceci est ma question. D'accord. Merci beaucoup, papa, pour votre question. On va prendre une première série de 5 questions. Moi, c'est Lodia Lucie Mireille. Moi, ma préoccupation, c'est l'espace est à 2 ans. Mais il y a d'autres dames, l'espace d'enfant va à 5 ans, 6 ans. Est-ce qu'il y a des soucis pour ça? C'est ma question. Ok. Espacement de naissance. Maman, merci pour votre question. Je suis président à Kossi, président des jeunes à Diapoto 1. Ah, d'accord. Bonjour, voilà. Président. Ma question est la suivante. Généralement, on a tendance à écouter et entendre beaucoup de choses. Au sein même des foyers, madame, généralement, va te dire que je ne vois pas mes règles. Et le monsieur en question, il va patienter. Le monsieur va jubiler. Et peu de temps après, il y a encore des répercussions. Voilà, ça a dégénéré un peu. Et après, madame vient dire encore que non, voilà, je ne vois pas mes règles, mais mes règles encore reviennent. Donc, c'est là mon petit souci. Un petit éclaircissement à ce niveau. Je vous remercie. Bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Couton Aristide. Oui. D'abord, je voulais dire merci au docteur parce que tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il a dit que l'homme est très important dans l'équilibre de la femme. L'homme est l'équilibre de la femme. Voilà. Et puis, tout en continuant, il a dit encore que quand les femmes arrivent en consultation, on te leur pose des questions, il ne faut pas rester dans les détails, sinon elles risquent de pleurer. Parce qu'on dit que l'homme est le sucre et le sel à la fois. Donc, ce côté-là, ça me paraît un peu bizarre. Bon, s'il peut nous éclairer un peu quoi. Ok, merci beaucoup pour votre question. C'est la 5e question maintenant. Oui, bonjour monsieur. C'est le doyen, Tado Akuna Philippe. Tous mes respects, cher doyen. Merci. Ma première question, je voulais savoir, c'est normal de faire un enfant à chaque année? Ok. Merci. Merci beaucoup, cher doyen. Je pense qu'on va déjà partir avec cette première série. Ça fait 5 questions. Professeur, vous avez la parole. Ensuite, on va donner la parole à Dr Ocon. Très bien. Mais je pense que je vais également aussi remercier mon jeune confrère. Il a essayé d'expliquer que c'est que la santé maternelle et infantile et en mettant l'accent sur ce que nous vivons tous les jours. Ce qu'il a dit, je pense que les questions émanent également de ce qu'il a dit parce que ce que nous remarquons très souvent dans nos différents villages, c'est qu'on a quand même des grossesses rapprochées. Ça va dans le sens, n'est-ce pas, de la question du doyen, des grossesses rapprochées. Effectivement, il va vous le dire, mais effectivement, dans les grossesses rapprochées, il y a des risques. Si vous avez vu que la science a essayé de mettre des espaces intergénésiques à 2 ans, en fait les espaces d'accouchement en 2 ans, c'est pour éviter tous ces différents risques. Donc une personne qui accouche tous les ans, c'est normal qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se passer, l'utérus peut lâcher, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc effectivement, il y a un risque à cela. Donc c'est important, c'est pour ça que tout à l'heure, quand il parlait dans la santé maternelle, il a parlé, n'est-ce pas, du planning familial. Tout ça, ça vous permet, n'est-ce pas, de respecter les délais et puis de permettre à ce que la femme puisse récupérer entièrement avant de pouvoir accoucher. Donc je vais laisser la parole pour qu'il puisse répondre à vos différentes questions. Merci. Merci beaucoup, professeur. Effectivement, la première question, c'était sur la fécondation in vitro. Il faut reconnaître que ça, c'est une fécondation en Europe. C'est vrai qu'il y a une assurance qui se charge de pouvoir gérer ça. Mais chez nous, du fait que ça ne rentre pas dans la santé de la reproduction, parce que je veux dire que si éventuellement la femme décide d'aller faire une procréation médicale assistée, que ça ne marche pas, on ne va pas lui refaire encore cette procréation médicale assistée. Et 2, il faut comprendre que la majeure partie des dames qui vont, il faut noter qu'une femme qui tombe enceinte à 20 ans, qui est plus facile de tomber enceinte à 20 ans, lorsqu'elle atteint 40 ans, ça devient plus difficile de prendre une grossesse. Donc au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, il est difficile de pouvoir tomber enceinte. C'est dans ce concept qu'il est difficile de donner une proportion, un pourcentage par rapport à cette question pour demander combien de personnes ça marche ou sur combien de personnes ça ne marche pas. Il est très difficile parce que ça regroupe plusieurs aspects, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. On peut avoir un homme qui a peut-être de bons spermatozoïdes, mais malheureusement, chez la femme, tout va bien, les ovaires sont bons, mais seulement qu'au niveau de l'utérus, il est difficile de pouvoir entraîner une migration. Ça veut dire que l'ovule, quand il va être fécondé par le spermatozoïde, c'est difficile pour que les deux puissent venir se mettre à l'intérieur de l'utérus. Or, elle, l'ovaire est bon, le spermatozoïde est bon. Donc, la probabilité que ça marche, la chance que ça marche est plus grande. Mais ou peut-être il y a un spermatozoïde qui n'est pas bon, qu'on doit sélectionner parmi ceux qui ne sont pas bons, un qui est bon. Donc,
chez elle, la chance va diminuer par rapport au premier couple. Donc je dis que les problèmes ne sont pas les mêmes chez tous les couples. Donc il est difficile. Il y a d'autres qui commencent la procréation à l'âge de 30 ans. Celle qui fait à 45 ans par rapport à celle qui fait à 30 ans, celle qui fait à 30 ans aura plus de chances d'avoir une grossesse que celle qui fait à 45 ans ou à 50 ans. Donc au fur et à mesure, c'est en fonction de plusieurs anomalies et puis en fonction de l'âge. Docteur, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que la fécondation in vitro? Non, la fécondation in vitro ou bien la procréation médicale assistée, c'est la rencontre. Ça veut dire qu'on prend un spermatozoïde parce que logiquement, le spermatozoïde doit passer dans l'utérus pour aller féconder au niveau de la trompe. Et les deux vont venir ensemble pour venir se mettre dans l'utérus. Mais très souvent, le spermatozoïde peut ne pas être de bonne qualité. Il peut être vivant, mais ne pas avoir la force de pouvoir arriver peut-être au portail. Donc, lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'aider à arriver au portail. Il est mobile sur place, il est là, il bouge dans la salle. Mais on dit, si tu veux féconder, si tu veux aller pour que la femme puisse tomber enceinte, il faudra arriver au niveau de la route. C'est là-bas, la femme t'attend. Mais il est mobile ici, mais il ne peut pas arriver là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, non, comme tu ne peux pas, nous, on va te prendre pour aller te mettre au bord de la route, pour féconder là-bas l'ovule. Donc, c'est ce qu'on appelle la fécondation. On prend le spermatozoïde et on va le mettre en contact avec l'ovule et on les dépose tous deux dans l'utérus. On les féconde à côté. Et lorsqu'ils se développent, ils atteignent un âge de 1 semaine, de 2 semaines, on va l'implanter, on va le mettre maintenant dans l'utérus, le garder dans l'utérus pour qu'il puisse se développer. C'est un peu ce qu'en terre à terre expliquait un peu la fécondation. Ça se fait en Côte d'Ivoire? Oui, ça se fait en Côte d'Ivoire. Ça se fait en Côte d'Ivoire, mais éventuellement, s'il y a des échecs, il n'y a pas de problème, c'est pas légal en tant que tel. La santé de la reproduction prend en compte ça, mais comme ça n'a pas encore été signé, ça ne prend en compte que 2 aspects, à savoir ce que je viens de dire, en cas de viol ou la vie de la mère en danger. C'est dans ce sens qu'on va vous parler de peut-être faire une fécondation, il faut 1 million, 2 millions, parce que ça ne rentre pas en compte dans la santé de la reproduction. Donc l'État ne va pas payer pour ça parce que ça ne fait pas partie de leur prérogation. Mais si ça faisait partie, peut-être l'État avait couvrir un certain truc pour dire non, on paye une certaine somme. Vous pouvez payer certaines sommes pour pouvoir le faire. D'accord. Merci, docteur. Okay. La deuxième question, c'était, on nous demande 2 ans, mais éventuellement, on a 5 à 6 ans. Malheureusement, la femme n'arrive pas à tomber enceinte. Ça, c'est des cas qu'on rencontre le plus souvent. C'est des cas qu'on rencontre le plus souvent. On demande d'attendre 2 ans. Et lorsqu'elle attend 2 ans, elle veut prendre une grossesse. Quand l'enfant a 3 ans, ça ne vient pas. Quand l'enfant a 4 ans, ça ne vient pas. Elle se pose des questions. Est-ce que j'ai un problème? Ça, c'est vrai, c'est des choses qu'on rencontre le plus souvent où l'enfant va jusqu'à 6 ans. Mais il est important de pouvoir consulter. Parce que lorsqu'on consulte, on remarque que très souvent, le nombre de rapports sexuels, c'est l'affaire de la femme. Très souvent, l'homme ne stresse pas pour ça. L'homme dit non, c'est pas un problème. Si ça vient, ne te stresse pas. Mais la femme, elle a une période, elle a un temps. Elle se dit, j'ai le premier enfant à 25 ans. Dans mon projet, je devais avoir 3 enfants ou 4 enfants. Mais là, je constate que j'ai 30 ans. Depuis, ça fait 5 ans, j'arrive pas à prendre encore une autre grossesse. Elle est stressée. Mais l'homme, pour lui, c'est pas un problème. Donc, vous allez voir que la femme va beaucoup consulter pour dire non, je veux. Mais l'homme n'étant pas un problème pour lui, et lorsqu'on étudie, on pose des questions à la dame, elle vous dit que rarement j'ai des rapports avec mon homme. On couche ensemble peut-être 1 fois chaque 2 semaines. Ou bien 1 fois chaque semaine. Or, nous, pour qu'une femme vienne pour un désir de maternité, ou même mon homme voyage tout le temps. Il fait 6 mois. Il revient 2 jours. Il fait 6 mois. Donc, la probabilité de pouvoir tomber enceinte, la chance que la femme a de pouvoir prendre une grossesse est très réduite. Or, vous allez voir que lorsqu'elle avait 25 ans, je vous ai dit que plus on prend de l'âge, plus pour tomber enceinte, c'est difficile. C'était plus facile. Elle dit, mais moi-même, quand on me touchait un peu seulement, je tombais enceinte. Mais maintenant, là, je ne comprends pas. Et vous devez savoir que le stress est un facteur. Et le stress, c'est ce qu'on vous dit. Le stress, il y a une hormone que la femme a, qu'on appelle la progestérone. La progestérone, là, c'est l'hormone de la femme. Et lorsque la femme est stressée, la progestérone baisse. Ça baisse dans le sang. Donc, ça fait que c'est difficile pour la femme de pouvoir prendre une grossesse. Mais lorsqu'on est jeune, très souvent, on n'est pas stressé. On s'amuse, on tombe enceinte. Donc, vraiment, on n'est pas stressé. Mais la femme, l'enfant a 5 ans, elle veut absolument une grossesse. Donc, elle est stressée. Comment faire? Elle va au marché. On dit non, ça là, ça donne une grossesse. Ça là. Donc, elle est stressée et ce stress baisse. Et très souvent, quand on lui dit, madame, détendez-vous, ne vous inquiétez pas pour ça. Elle va vous dire, c'est même lorsque je pensais même plus à ça, même que je suis tombée enceinte. Parce qu'elle était même plus stressée en ce moment. C'est ça. Donc le stress est un facteur aussi. Lorsque vous stressez pour tomber enceinte, très souvent ça diminue et ça vous favorise pas. Souvent, lorsque vous ne pensez plus à ça, vous tombez enceinte facilement. C'est un peu ce que j'avais. Ok, docteur, sur la même question, avant de répondre à la 3e question posée, vous êtes en train de nous dire, si on vous suit bien, qu'on doit faire des enfants assez tôt quand même. Oui, il est important de faire des enfants assez tôt. Souvent dans les familles, on dit, bon, va d'abord à l'école, ton premier mari c'est ton travail. Ah, docteur, ça vraiment, hein? Oui, ça c'est ce qu'on constate, hein. Mais après, c'est difficile de concevoir après. Donc nous on a remarqué que les enfants qui font le bonheur de nos mamans, 80% de ces enfants, c'est des enfants qui sont venus un peu difficilement. Ou quand j'ai pris l'absence
personne s'est cachée un peu. Ah, mais vraiment, comment j'ai fait pour dire aux parents? La personne a 20 ans, elle n'est pas encore dans un truc, le parent même la voit. Souvent, même, on l'a fait sortir de la maison, on la ramène, mais cet enfant, lorsqu'il naît, il est source de joie, c'est lui qui fait très souvent le bonheur dans la maison. Donc moi, je pense qu'il est important de faire ces enfants plus vite parce que après quel âge? Non, à partir de 20 ans, on sait qu'à partir de 20 ans, 25 ans, il n'y a pas de problème. Mais pas avant. Hein. Pas un enfant, avant 18 ans, il y a des risques. C'est des grossesses à risque avant 18 ans. Après 35 ans, après 40 ans, c'est des grossesses à risque. Donc nous, la MAJ, entre 20 ans et 35 ans, 40 ans, c'est des périodes où on sait que la femme peut tomber enceinte. Il n'y a pas trop de risques par rapport à une femme qui a 40 ans et prend une grossesse. Les risques sont plus accrus en ce moment, sont plus augmentés. D'accord, docteur. Ok, merci beaucoup. Allons-y pour la troisième question, ça revenait à monsieur qui a demandé, la femme souvent ne voit pas ses règles, elle voit ses règles, il y a des troubles du cycle. On se pose des questions si elle est enceinte ou pas. Et très souvent, c'est ce qu'on appelle des troubles du cycle. Les troubles du cycle, ça veut dire que la femme doit avoir logiquement ses règles chaque mois. Éventuellement, lorsqu'elle ne voit pas ses règles chaque mois, ça peut être dû, c'est ce que j'ai dit, à un stress. Le stress va baisser la quantité d'hormones et la femme peut ne pas avoir ses règles pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et logiquement, lorsqu'on fait un test de grossesse, ce test de grossesse peut s'avérer négatif. Il est négatif, mais la femme ne voit pas ses règles. Mais elle est contente, elle se dit, on dirait que je suis enceinte. Mais dans la conception, c'est le stress qui est là. C'est ce facteur qui va faire qu'il y a une baisse de la production de cette hormone-là qui va faire qu'elle ne va pas avoir ses règles de manière mensuelle. Donc très souvent, on fait exprès, on demande à la femme, il y a des femmes que les gens mettent sous traitement. Prenez ces traitements, ça va changer, mais au vu de là, nous on fait une échographie. Et à partir de l'échographie, même les ovaires qui produisent ces hormones-là peuvent augmenter de volume. Et ces ovaires-là peuvent être un peu pathologiques. Donc on va donner des médicaments pour que l'ovaire qui est devenu gros là puisse diminuer, pour que les règles puissent revenir de manière normale. C'est un peu ça. Donc c'est ce qu'on appelle des troubles du cycle. Et souvent on met la femme sous traitement. Et le traitement ne marche pas. Donc quand la femme vient vous voir, je dis, madame, ce qu'on va faire, laissez le traitement. Ça va donc. Elle dit, je suis stressée. Voici le boulot, voici telle chose, je travaille trop. On dit, madame, vous êtes stressée. Calmez-vous, vos règles vont venir. Elle vous rappelle 3 jours après, elle dit, docteur, tu m'as dit, il n'y a même plus de médicament, la règle est venue. Donc souvent, c'est le stress même qui bloque. Souvent, la femme est stressée, les règles viennent. Elle dit non, ça n'est pas ma période, je devais aller composer, mes règles sont venues. Pourquoi? Parce que tout part de notre cerveau, tout part de là. Et tous ces hormones sont sécrétées à partir du cerveau. Et lorsqu'on est stressé, ça agit sur notre corps. C'est dans ce sens qu'on a parlé de santé maternelle. Quand je vous dis que c'est un bien-être total, c'est pas uniquement l'absence de maladie, mais c'est un bien-être psychique, un bien-être social, un bien-être physique qui va faire que vous allez vous sentir bien et tout va se passer normalement dans votre vie. C'est un peu ça. La 4e question, c'était surtout les femmes qui viennent en consultation pour un manque d'affection. Quand on leur pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui va pas? Dans 90% des hommes, c'est un manque d'attention, c'est un manque d'affection. Elle dit, depuis que je suis à la maison, quand on se voyait pas trop, il m'invitait souvent. Mais maintenant, ça fait 4 ans ensemble, on sort plus. Il m'invite plus pour aller manger quelque part. Vraiment, il y a plus de moments qu'on partage ensemble. Et souvent, ça agit sur la femme. Donc, c'est ce manque d'affection, c'est le manque d'attention. Comment tu vas? Ça va bien? Le manque de préoccupation qui fait que souvent, la femme, quand elle arrive, on dit tout va bien. Elle se met à pleurer, qu'elle vous explique, non, j'ai remarqué que maintenant, quand il arrive, il allume la télé, il regarde la télé. Quand il finit de regarder la télé, directement il va dans la chambre, il se lave, il est couché. C'est difficile, mais il me demande pas comment ta journée se passe. Avant il m'appelait chaque minute, mais maintenant tout au long de la journée, il sort à 6h, il rentre à 20h, il m'appelle même plus. Je me dis qu'il appelle quelqu'un d'autre parce qu'il m'appelle plus. Donc je lui dis que c'est un peu ça. C'est le manque d'attention, c'est le manque d'affection auquel la femme le plus souvent relate. Maintenant, le fait d'avoir des enfants de manière rapprochée, comme ce que le professeur l'a dit, on a remarqué que lorsqu'il n'y a pas 2 ans qui séparent, très souvent, lorsque les grossesses sont rapprochées, on a beaucoup de décès des enfants. Plus les grossesses sont rapprochées, plus la femme n'arrive pas à s'occuper de l'enfant. On a plus de morts fœtales, les enfants meurent plus vite, à moins d'1 an, par rapport à celles qui ont un espacement de naissance. On remarque qu'il y a plus de décès des mamans parce qu'elles n'ont pas le temps de récupérer. L'accouchement fait saigner. Lorsqu'on enlève le placenta, la femme saigne, donc déjà après l'accouchement, la femme même au cours de la grossesse, elle a déjà anémié, elle a une anémie. Donc elle n'a même pas le temps de récupérer encore lorsqu'elle prend encore une autre grossesse. Donc la grossesse a tendance à la fatiguer encore, elle n'a pas le temps de récupérer. Et très souvent, on constate que 80% des femmes qui décèdent, c'est des femmes qui ont beaucoup d'enfants. On dit, c'était son 10e accouchement, c'était son 9e accouchement. L'utérus était tellement fatigué parce qu'elle a tellement accouché, il est devenu flasque, il n'a même pas pu devenir dur pour ne plus qu'elle saigne. Malheureusement, elle est décédée. Donc plus on fait des accouchements, plus l'utérus
perd sa consistance, il devient moins dur, moins fort. Est-ce qu'il y a un nombre d'enfants qu'on ne doit pas dépasser? Non, je ne dirais pas qu'il n'y a pas un nombre d'enfants qu'il ne faudrait pas dépasser, mais ce que nous on dit très souvent, c'est comme si on faisait l'espacement des naissances idéales. Ça veut dire que on sait que ce qu'on a peut nous permettre de pouvoir éduquer les enfants dans de bonnes conditions. Si je sais que je peux avoir 10 enfants, que éventuellement j'ai l'argent, j'ai les moyens de pouvoir assurer un avenir prometteur à ces enfants, il n'y a pas de souci. Mais si je sais que j'ai pas suffisamment d'argent et que je sais que je veux que mes enfants aillent loin, pas pour dire que les 2 premiers vous allez faire ça, les 2 derniers comme vous on n'a pas l'argent, attendez que les 2 premiers réussissent d'abord, mais vous allez rester ici d'abord. Or peut-être les 2 qu'on a gardés étaient les plus intelligents. C'est eux-mêmes peut-être qui pouvaient aller plus loin que ceux qu'on a bloqués. Donc très souvent, c'est d'assurer vraiment un avenir idéal à tous ces enfants qui puissent grandir dans de bonnes conditions. C'est ce que idéaliser les naissances. Si on sait pas un nombre précis d'avoir 4 enfants, 5 enfants, mais c'est d'avoir un nombre quand même. Si on a 3 enfants, on sait que ça suffit pour avoir une bonne éducation. Comme quelqu'un le disait, dès qu'ils ont eu le 2e enfant, la femme dit à son mari, ils sont venus ensemble, l'année prochaine, on fait un autre enfant. Le mari la regarde, il dit, mais quand on mange là, et puis les 2 autres mangent là, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste dans la cuvette? Elle dit non. Il dit, c'est lorsque quelque chose va rester dans la cuvette là, on va faire le 3e. Là, lui va manger le reste là. Mais où il n'y a pas de reste là, tu veux qu'on fasse 3e comment? Donc c'est un peu ça. Ok. Docteur Ocon, merci beaucoup pour toutes ces explications. Chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, vous suivez Santé Plurielle, émission spéciale ici à Songon-Dagbe, où nous parlons de la santé maternelle et infantile avec le docteur Ocon Gérard. Et nous avons bien sûr la présence respectueuse et honorable de monsieur le maire d'en haut, Clotaire, qui représente le maire Eric Nkumo-Mobio, maire de Songon. Et puis nous avons donc le chef notable de Songon-Dagbe. Chef, merci encore pour votre présence. On va prendre la 2e et dernière série de questions. Moi, c'est d'en haut Félix. Ma question va se baser sur la planification de grossesse. Quand on a parlé de planification de grossesse, moi je vois ceux qui ont l'argent. Ça veut dire les gens qui travaillent, qui sont aisés. C'est eux qui peuvent comprendre facilement la planification de grossesse. Mais dans notre milieu là, est-ce que ils sont arrivés à inculquer ça dans nos conceptions? Parce que quand on parle de planification de grossesse, c'est une question qui est fondamentale pour le couple. C'est le couple qui décide. Si, par exemple, on propose cela, le monsieur dit, mais pourquoi? Comme le docteur a dit, le plus souvent, quand on propose une contraception, la femme dit, monsieur n'est pas d'accord. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la planification, il y a une partie de la communauté qui n'a pas encore bien saisi ce côté pour permettre au couple d'espacer les grossesses. Et encore, je vais plus loin, en milieu scolaire. Là, le problème est grave. Les éducateurs qui devaient expliquer cela à leurs élèves, c'est eux qui sont les bourreaux. On a compté plein de grossesses en milieu scolaire les 2 dernières années en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais qu'on nous explique un peu pourquoi il y a ce déséquilibre au niveau de la planification. Merci. Merci beaucoup, doyen, pour votre question. Dans ce moment, ma question est pour demander au docteur. On parle de grossesse, mais ce que je voulais lui demander, à quelle heure précise un garçon, parce que depuis l'Antiquité, il doit commencer à chercher femme. C'est les trucs que le docteur doit savoir. Même son enfant même doit savoir ça. Pas tout ce qu'on dit avec la grossesse. Parce qu'ils n'ont pas civilisé, ils n'ont pas donné des trucs bien précis. Quand tout ça arrive, on parle de grossesse. Mais pour disparaître, pour tout ça là, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ce qu'on tourne autour là, ça c'est le faux problème. Grossesse là, parce qu'on n'a pas donné l'éducation aux enfants. À quel âge un garçon doit faire enfant? À quel âge une fille doit faire un enfant? C'est ma question, monsieur le docteur. Tando Akuna Philippe, une femme à 45 ans, elle peut faire enfant? Deuxièmement, un homme qui a 70 ans, il peut faire enfant? Expliquez-nous. Merci papa. Parce que apparemment c'est la question de plusieurs, mais ils n'ont pas posé. Ils ont attendu que le papa pose la question. Merci papa. Moi c'est Madame Angbeni Julienne. Ma question c'est de savoir, parce que nous-mêmes qui sommes les parents, nous ne donnons pas d'éducation à nos enfants. Pour qu'un enfant soit bien, il sache que oui, c'est comme ça. Mes parents m'ont mis à l'école, ou bien mes parents me disent qu'il faudrait que ça soit par nous. Nous n'éduquons pas nos enfants. Les enfants sont tout le temps au dehors. À une heure tardive, tu vois les petites filles qui sont là avec les garçons. Comment ne pas faire des enfants à bas âge? Et ma deuxième question, c'est nos enfants qui naissent. Il y a des bébés qui naissent en même temps, c'est la maladie. Et
on passe à tout, on ne sait pas quoi, quel moyen faire pour guérir cet enfant. Et on est là tout le temps, on est à l'hôpital, on nous donne des médicaments, on fait tout, mais ça ne va pas. Deux fois même, si tu n'as pas la chance, ton enfant meurt. Donc, on voulait savoir à quelle procédure on peut passer. Merci, maman. Je m'appelle Jobie Juliette. Bon, moi, je voulais poser ça au docteur. Moi-même, oui, ici, j'ai fait une fausse couche. C'est quoi qui provoque fausse couche? Merci, maman. Merci beaucoup, chers parents, pour vos différentes questions. Docteur Ocon, vous avez la parole. Okay. Merci infiniment pour ces questions. Sur la première question, sur la planification familiale, il y a un déséquilibre au niveau national. Il faut noter que la meilleure méthode de contraception, c'est ce que la femme ou le couple vont choisir. C'est qu'on n'impose pas une méthode de contraception. Parce que si on impose une méthode de contraception, c'est sûr que après une semaine, après un mois, la personne va venir dire que non, ce qu'on m'a donné là, ça va pas avec moi. Donc le meilleur choix de contraception, c'est ce que la personne aura choisi elle-même. On a dit zéro grossesse en milieu scolaire. C'est vrai, on est confronté à ça au niveau national, c'est ce qu'on a demandé, zéro grossesse en milieu scolaire. On a prôné ça depuis pratiquement près de 10 ans qu'on veut pas avoir de grossesse en milieu scolaire. C'est vrai que en milieu scolaire, il y a des grossesses, mais éventuellement il faut noter que maintenant c'est un peu puni. Mais moi je pense que c'est au niveau même de la personne elle-même. Si je pense que j'ai une formation d'éducateur, d'enseignant, il y a des choses que je peux pas me donner à avoir jusqu'à ce qu'un élève tombe enceinte et puis on trouve que c'est l'éducateur ou bien c'est l'enseignant. C'est des choses qui doivent pas vraiment exister. Mais éventuellement, on a eu des grossesses au niveau scolaire où c'est l'élève qui a enceinté sa voisine de classe. On voit ça souvent aussi. Maintenant, chez nous ici, en quelle année une femme ou un homme doit avoir un enfant? Moi, je pense que pour avoir un enfant, on est tous d'accord. Il faudrait qu'on soit responsable. C'est d'abord la responsabilité. Combien d'enfants qui sont nés où la personne dit non, c'est pas moi. Vraiment, je suis pas prêt. Donc, je pense que même si la personne a 20 ans, même si la personne a 18 ans, qu'il est responsable, il a même de pouvoir avoir un enfant. Elle a même de pouvoir avoir un enfant. Mais on voit des gens qui sont peut-être 30 ans, mais qui sont pas responsables. Donc l'âge n'est pas lié à la responsabilité, à la maturité. Donc il y a des gens qui ont 30 ans, mais ils sont en couple, mais ils sont pas prêts à avoir des enfants. Donc dès qu'il doit avoir un truc, il se retire parce qu'il est pas prêt. Donc je pense que le premier truc d'abord, c'est la responsabilité d'abord. Si on est responsable, même à 20 ans, à 22 ans. Mais la particularité, c'est surtout, chez nous en Afrique, c'est tabou. Quand on parle de tabou, ça veut dire on n'en parle pas. On n'en parle pas. Maintenant, tout est sur les téléphones. Tous nos enfants ont des téléphones. Ils sont sur des téléphones, ils se connectent, ils ont des groupes. Avant, pour avoir une copine, il faut écrire une lettre. La personne cache dans son sac. Ça veut dire que pour communiquer même avec quelqu'un, si tu l'as pas vu, tu peux pas. Mais maintenant, avec le téléphone, tu vois la personne, tu dis, je peux avoir ton numéro. Tu prends directement le numéro, vous communiquez jusqu'à vous donner rendez-vous. Ça veut dire que tout est déjà planifié. On planifie tout sans se voir. Or, avant, il y avait beaucoup de trucs. Ce qui fait qu'on est dans un monde vraiment difficile à capter avec nos enfants qui ont des téléphones. Vraiment, on sait pas qui communique. Tout d'un coup, à 20h, dit non, je sors, je reviens. On sait même pas où il va. C'est difficile. Donc, moi, je pense qu'il est important de communiquer précocement avec les enfants parce qu'ils savent plus que nous. Souvent, on pense même qu'ils sont pas au courant. Mais quand tu t'assois, tu causes, elle dit non, mais moi-même, ma copine, il te parle, mais tu dis, ah. Il est important d'amener l'enfant à communiquer. Il faut discuter, il faut communiquer avec les enfants. Et le travail qu'on fait qu'on n'a souvent pas le temps. Avant, c'était facile de se déplacer à Abidjan. Mais maintenant, on est obligé de sortir à 6h du matin, de rentrer à 21h, à 22h. Quand on sort, l'enfant dort. Quand on revient, l'enfant dort. L'enfant voit son parent une fois même le week-end, même souvent, il ne le voit pas. Donc, il se pose la question, mais qui est mon père? On dit non, voici ton papa. Mais il ne le voit jamais. Matin, il ne le voit pas, le soir, il le voit. Alors, avant, à 7h30, tu sors de la maison, l'enfant est né, tu prends ton bus. Le bus n'est pas bourré, la circulation est libre, tu vas au travail, tu reviens. Il n'y a pas de problème. Mais avec tout ce qu'on vit, il est difficile de donner une éducation correcte aux enfants. Donc, c'est important de pouvoir, dès le bas âge, leur inculquer un savoir-vivre. Qu'est-ce qu'on leur dit concrètement, docteur? Parce que là, tout le monde est concerné. Non, quand je parle de l'éducation des enfants, tout le monde connaît. C'est surtout leur dire que ça existe. Leur parler franchement. Leur parler de sexualité. De sexualité, franchement. Ça existe. Voici à quel moment, avant d'avoir des rapports, il faut être responsable. Si tu as une copine, il faut venir me dire vraiment elle habite où, il faut me la présenter. Mais souvent, la personne a peur de présenter parce qu'on ne leur dit pas. Ils se disent, mais j'allais venir dire, comment on va voir? Il faut venir la présenter. La personne dit, ah maman, je te présente ma camarade. Mais quand on dit ma camarade là, le papa sait c'est qui. On n'a pas besoin de dire que c'est ma copine. Quand on dit, ah, je suis venu à mon camarade, maman, je te présente mon camarade. On n'a pas besoin de dire c'est qui. Mais ah, il habite tout ça, il fait quoi dans la vie, tout. Mais il n'a pas peur de venir chez toi. Mais demain, il va te respecter. Mais s'il te voit dans la rue, il n'est jamais venu chez toi. Mais c'est sûr que même s'il a fait quelque chose, il peut fuir. Nous, on a vu des jeunes filles qui sont tombées enceintes. Il y a une jeune fille à qui on a fait son accouchement. Mais elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un qu'elle connaissait, mais le gars a disparu. Aujourd'hui, son téléphone ne passe pas jusqu'à ce qu'elle accouche.
quel est le bébé, qu'on donne le nom du papa à l'enfant. Parce que le jeune même ne sait même pas qui a enceinté la fille. Ils ont eu des rapports sexuels, il est parti, il décroche plus son téléphone, ce genre de trucs. Donc c'est des choses qui arrivent. Mais quand l'enfant arrive à la maison, que vous lui présentez à ses parents, tout ça, il ne peut pas s'amuser avec vous. Il y a un minimum de respect quand même pour vos parents. Parce que tu l'as fait rentrer chez toi. Et je ne fais pas rentrer tout le monde chez moi. Si tu es rentré chez moi, c'est que j'ai un respect pour toi, je veux que tu respectes mes parents. Donc il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais si vous vous cachez pour voir les enfants dehors, c'est sûr qu'il ne peut pas te respecter parce que toi-même tu ne m'en vas pas chez toi. Donc il y a un minimum de choses qu'il faut inculquer à l'enfant. Vous ne restez pas devant la porte. Si tu arrives, vous rentrez à la maison. Il s'assoit. Ah, j'ai peur de tes parents, mais c'est important qu'ils rentrent. Donc je dis qu'il faut inculquer ça aux enfants. C'est vrai que c'est difficile, mais on le fait à tout âge. Dès que l'enfant commence à communiquer, dès qu'il commence à avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, on parle avec lui. Nous, on a vu des jeunes filles qui sont tombées enceintes à 12 ans. Lors de leur première règle, ils sont arrivés au service. On était obligé de les opérer parce que le bassin n'était pas mature. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, il n'y a pas un âge pour parler de sexualité. On peut parler de sexualité à tout âge. Merci, docteur. On a encore des questions? Donc, il y a quel âge? Entre 45 ans et 70 ans. C'est des questions qui se posent. Mais il faut noter que la femme a une quantité qu'on lui donne. C'est comme si on lui donne 100 000. Et puis, on lui dit, à chaque règle, elle ovule. Donc, à chaque règle, elle donne 1000 francs. Donc, dès qu'elle a eu la période des menstruations, les règles viennent, on vous dit, on vous a donné 100 000 francs. Donc, chaque mois, vous donnez 1000 francs. Si vos 100 000 francs finissent, c'est que vous ne pouvez plus tomber enceinte. Donc, vous allez remarquer qu'il y a des femmes, lorsqu'elles ont plusieurs enfants, arrivent jusqu'à 50 ans, on voit les règles. Parce que lorsque tu tombes enceinte, pendant 9 mois, tu ne vois pas tes règles. Donc, c'est comme si durant les 9 mois, tu économises ton argent. Pendant que ta camarade donne ses 1000 francs à chaque règle, toi, tu économises pendant 9 mois. Si tu donnes à téter à l'enfant, pendant 6 mois, les règles ne viennent pas encore. Donc, pendant 15 mois, tu ne vois pas tes règles. Donc, toi, tu économises 15 000. Si tu es tombé enceinte 2 ans encore, tu économises 15 000 encore. Donc, ta camarade qui va arriver à la ménopause à 40 ans, toi, à 46 ans, 48 ans, tu seras à la ménopause parce que tu as eu des enfants et tu as économisé ton argent pendant que tu étais enceinte. Dieu ne donne pas 100 000 francs à tout le monde. Il peut donner 50 000 francs à d'autres. C'est ceux qui vont avoir ce qu'on appelle des ménopauses précoces. Avant l'âge de 40 ans, elles vont plus voir leurs règles. Il y a d'autres, Dieu va leur donner 100 000. Donc, elles vont avoir leurs règles jusqu'à 45 ans, jusqu'à 50 ans. Donc, il ne choisit pas. Tout le monde n'a pas le même âge. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, l'âge moyen de la ménopause, ça tourne autour de 47 ans. Mais il dit qu'à quel âge on peut tomber enceinte? À partir de 40 ans, les grossesses qu'on pense, c'est des grossesses à risque. On peut avoir beaucoup de complications après l'âge de 40 ans. Donc nous, on préconise que la femme puisse avoir ses enfants avant 40 ans. Mais une femme qui n'a pas d'enfant, tu vas pas dire non que comme tu as 40 ans, faut pas avoir. Si elle a la chance de tomber enceinte à 42 ans, elle attend pendant sa grossesse, nous on va bien surveiller ça pour qu'elle ait son enfant. Mais une femme qui vous dit que j'ai déjà 5 enfants, j'ai 40 ans, elle dit non, faut laisser tomber. Toi, tu as déjà tes 5 enfants, faut te reposer, faut t'occuper d'eux parce qu'on sait jamais. Donc c'est en fonction au cas par cas. Au cas par cas. Exactement. Un homme à 70 ans, tant qu'il a une érection, tant qu'il a des spermatozoïdes, il peut avoir des enfants. On a vu des hommes à 70 ans, à 75 ans qui ont des enfants. La dernière question, c'était vraiment qui nous disait que les enfants naissent, malheureusement, ils sont malades, ils meurent, on se pose des questions. Quelle est plus ou moins la pathologie, ce genre de truc? C'est vraiment ce qu'on rencontre. Mais éventuellement, on se pose la question, est-ce que ici, dans cette région, il y a peut-être un pédiatre? Parce que très souvent, on est vu par l'infirmier, par les sages-femmes. C'est vrai qu'ils essayent de donner le maximum d'eux-mêmes pour voir un truc, mais souvent ça dépasse un peu leurs compétences. Ça dépasse leurs compétences, donc c'est dans ce sens quand souvent on évacue l'enfant. Souvent la première cause même c'est le paludisme qui entraîne très souvent des anémies. C'est des convulsions que l'enfant présente, donc c'est surtout l'anémie qui va emporter nos enfants. Et éventuellement les fausses couches spontanées. Oui, lorsqu'elle a expliqué les fausses couches spontanées, il y a plusieurs pathologies qui peuvent être à l'origine de ces fausses couches spontanées. C'est surtout même au niveau du chromosome. Le spermatozoïde peut ne pas être de bonne qualité, il va féconder un ovule qui est de bonne qualité, ou bien l'ovule peut ne pas être de bonne qualité, il va féconder quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Donc ça peut faire une fausse couche parce que les choses sont pas de bonne qualité. Même le stress. Donc certains facteurs peuvent entraîner des fausses couches. Donc il est difficile de savoir. C'est dans ce sens que le produit qui tombe quand on fait la fausse couche, très souvent on analyse même le produit de conception, ce qui est tombé là, pour voir quelle était la cause de cette fausse couche. Donc on peut retrouver qu'il peut avoir une anomalie, des choses peuvent ne pas être correctes dans cette fécondation. Et puis on veut vous dire, voici ce qu'il faut faire ou pas. Pour ne pas que ça se répète. Que ça se répète encore, ce genre de truc. Donc il faut consulter pour savoir. On applaudit très fort pour Dr Ocon Gérard. Mais il y a une question derrière, de façon exceptionnelle. Docteur, on va prendre la question. Allons-y, bonjour. Bonjour, Dr Ocon. Moi, c'est Sylvanus Diama. Alors, la dernière question, c'est pour la santé des hommes. On aimerait savoir quelle est la fréquence des rapports sexuels chez l'homme en fonction de l'âge pour préserver la santé des hommes, parce qu'aujourd'hui, on retrouve des personnes de 75 ans,
dans les hôtels qui meurent. Docteur Okon? En réalité, je dirais pas qu'il y a une fréquence plus ou moins. Il y a des gens, quand j'ai vu avec les urologues, c'est ceux qui étudient ce qu'on appelle la prostate, tout ce qui est cancer de la prostate. Je dirais pas qu'il y a une fréquence en tant que telle, parce qu'il faut comprendre que il y a des facteurs protecteurs. On a constaté que un homme qui n'a pas de rapport sexuel aussi, souvent, il a des difficultés à avoir l'érection. Il a des troubles, il a des pannes. Il n'arrive pas à être en érection parce qu'il n'a pas de rapport sexuel. On voit beaucoup d'hommes qui font du sport. C'est au niveau cardiovasculaire. C'est la même chose que nos mamans. Elles peuvent faire du sport, elles peuvent marcher, elles peuvent courir, elles peuvent tout. Surtout, la baisse du poids. Il faut éviter de prendre trop de poids. Donc, ça dépend des compétences que la personne a. Mais comme facteur protecteur, les gens demandaient 2 à 3 rapports sexuels par semaine. 2 à 3 rapports sexuels par semaine, mais on n'a pas précisé à quel âge. Mais moi, je pense que le premier facteur, ça dépend de ses compétences d'abord. Le premier truc, et éventuellement, il y a des gens qui cherchent à dépasser leurs compétences. Et nous, on a rencontré des gens qui avaient rendez-vous avec des jeunes filles et qui ont pris des médicaments. Et ces médicaments, c'est des médicaments qui entraînent une augmentation de la fréquence cardiaque. Ça donne des compétences, mais ça augmente la fréquence cardiaque chez eux. Et quand ils n'arrivent pas à supporter, l'élimination du produit ne se fait pas correctement, ils arrivent à ce genre de stade. Mais très souvent, vous allez voir, c'est rarement avec leurs femmes qui font des arrêts cardiaques, comme ce genre de truc. C'est parce qu'ils veulent prouver. Merci beaucoup. Waouh. Docteur Okon, merci beaucoup. On a été richement enseigné ce matin à cette émission Santé plurielle. Ici à Songo-Dagbe, en présence du professeur Danho Clotaire, 4e adjoint au maire. Docteur Okon, qu'est-ce qu'on retient ce matin? Quelle sera donc votre conclusion avant que le professeur ne donne le mot de fin? Ok. La conclusion, c'est que on a été déjà très ravis d'avoir vraiment tout le monde a participé, on a entendu une joie, mais éventuellement, moi, je pense que le premier truc, c'est la santé de la mère, c'est un bien-être que tout le monde doit se sentir bien. Et le bien-être de l'enfant, le bien-être de la mère passe d'abord par un équilibre au niveau social, un bien-être au niveau physique, au niveau mental, surtout au niveau mental. Il faudrait qu'on se sente bien dans notre tête. Si on n'est pas bien dans la tête, c'est difficile de faire les choses de manière correcte. Donc, il est important aux hommes et aux femmes d'être mutuels dans ce qu'on est en train de vivre, parce que la santé maternelle et infantile passe d'abord par le bien-être de tout le monde, à savoir de l'homme et de la femme. Donc, je tenais à vous dire merci infiniment. Merci infiniment. Pour le docteur Okon Gérard Herman, assistant chef de clinique au service de gynéco-obstétrique du CHU de Treichville. Nous saluons le professeur Boni, président de la SOGOSI, la Société des gynéco-obstétriques de Côte d'Ivoire, à laquelle vous appartenez également. Merci à Dr Abbé pour avoir facilité également cette émission. Alors, on va donner toute la parole au professeur Danho Clotaire. Monsieur le maire. Je voudrais donc, au thème de cette émission, dire encore merci à la radio Côte d'Ivoire. Merci à la directrice, merci pour cette amitié, merci de venir jusqu'à nous dans ce beau village de Songo-Dagbe. Et je profite également de dire merci aux doyens d'âge de Tchagba, de dire merci aux notables et à toute la population de Songo-Dagbe. On a été très édifiés par l'exposé de mon jeune frère. Et également, avec les questions itératives, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur la santé maternelle et infantile. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous allons être donc le relais des informations que nous avons eues aujourd'hui auprès de nos enfants, auprès de nos filles, pour que nous arrivions à avoir vraiment une population à l'égard des autres pays. C'est vrai que, comme a dit le docteur tout à l'heure, pour faire un enfant, il faut que nous soyons responsables. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que comme ma fille a 18 ans, il faut qu'elle aille faire un enfant. C'est pas ce qu'on veut dire. Parce que vous, ici, les Hébriers, nous aimons que nos jeunes enfants évitent des enfants pour que nous puissions les habiller et sortir avec tous les apparats qui vont avec. Mais simplement, il faut que l'enfant soit responsable. Le garçon aussi, il faut qu'il soit un garçon responsable avant de faire un enfant. Parce que c'est pas les parents qui vont encore élever les enfants de nos enfants. Ça va être un peu difficile. Vous voyez que la vie d'aujourd'hui devient un peu difficile. Il faut faire des enfants lorsqu'on a les moyens de s'en occuper. Donc, ce qui est important, comme il a dit, chacun de nous doit participer à sa santé maternelle. Parce que si la femme va bien, c'est qu'à la maison, tout va bien. Et pour que tout aille bien à la maison, c'est que l'homme est toujours présent et que l'homme accompagne la femme. Je voulais donc encore une fois dire merci à Radio Côte d'Ivoire parce qu'on a beaucoup appris, et dire merci à mon jeune frère, Dr Okon. Je pense qu'il a une très bonne carrière qui l'attend. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire, et dire merci encore à Radio Côte d'Ivoire, merci à la population de Songo, et que Dieu bénisse nos vies. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Professeur Danho Clotaire, 4e adjoint au maire de Songo. Merci beaucoup. Au nom de monsieur le maire Eric Nkumo Mobio, maire de Songo, merci infiniment. Le chef notable de la chefferie, chef Mobio Aliment Séraphin, merci infiniment d'être resté depuis le début avec toute la notabilité que nous saluons avec tous nos respects.
On ne saura terminer cette émission sans saluer encore une fois toute l'équipe de production, Patrice Alban, Aïkba Louis, Seka, Christelle, également Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo, et puis la radio de Songo qui nous a épaulés fortement à ce que cette émission puisse se tenir. Merci beaucoup Madame la directrice, avec tous les membres de votre radio, Miss Salah qui était sur le terrain depuis plusieurs jours. Merci infiniment. Merci à l'équipe technique qui est avec Patrice Alban également. Merci beaucoup chers frères. C'était Santé Plurielle à Songo Dagbe. Chers auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, cher public, merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.